Bonjour à tous, troisième partie de la séquence de 4 vidéos concernant mon nouveau téléviseur, le LG OLED 55 C6V. Dans cette troisième partie, je vais me focaliser plus sur la partie, mon ressenti sur la qualité visuelle du téléviseur, en quoi les technologies embarquées apportent vraiment un gain significatif dans la qualité d'image qu'on peut voir en ce moment à l'écran. Je vous incite à regarder la partie 1 et la partie 2 si vous ne les avez pas regardées, ça vous permettra de mieux comprendre cette partie-ci. Eh bien, je me suis mis dans un environnement plus favorable pour le test du téléviseur, pour vous montrer quelques images. Donc je me suis mis dans le noir, j'ai laissé mes lumières allumées dans un premier temps pour parler du téléviseur. Mais en tout cas, on est toujours dans mon séjour, mais dans l'obscurité, puisque c'est un téléviseur OLED qui est fait essentiellement pour afficher des noirs parfaits, et donc qui a son aise dans des contextes d'utilisation cinéma. Donc plutôt dans l'obscurité, même s'il a une luminosité maximale qui est tout à fait satisfaisante pour vous permettre de regarder de la télévision au quotidien dans des environnements très lumineux. Tout en bas ici, je vous rappelle que je vous avais parlé du voyant d'alimentation, il est bien là, le petit voyant de mise sous tension qui s'allume rouge. Il est désactivable si vous souhaitez le laisser éteint, mais étant donné que moi j'ai une multiprise, je le laisse allumer, ça me permet de voir que j'ai oublié d'éteindre ma télévision quand j'ai fini de visionner un film. J'ai la télécommande dont j'ai fait une petite séquence spécifique pour vous en parler, mais il n'y a pas grand chose à en dire par rapport à la gamme du téléviseur, c'est un petit peu léger. Donc je vais mettre sous tension le téléviseur. Donc là, le téléviseur n'est pas réglé en démarrage rapide, il est en démarrage standard, et pourtant vous voyez que la mise sous tension est quand même assez rapide, assez efficace. Ce qui veut bien dire quand même que le téléviseur est puissant. Alors il est sous WebOS 3.5, ce qui est en fait l'OS du moment pour les Smart TV, sachant que d'autres versions sortiront pour les modèles de 2017. Elle est équipée, cette télé, d'un processeur quad-core, donc ça lui permet aussi d'être suffisamment efficace pour tout ce qui est lecture multimédia, etc. Et d'autant plus pour afficher les menus. Menu que je vous montre ici, donc là vous avez tout simplement les applications que vous pouvez utiliser, que vous pouvez installer pour certaines, qui ne sont pas de base. YouTube par exemple, je l'ai installé. Alors, YouTube, application évidemment pour regarder vos vidéos YouTube, qui est compatible 4K, ce qui vous permettra d'avoir du contenu de qualité. Par contre, je crois que l'application WebOS n'est pas compatible HDR, donc vous devrez avoir d'autres matériels pour pouvoir regarder des vidéos YouTube en HDR. Toujours est-il que vous pourrez regarder de la 4K. Moi j'ai installé Amazon, parce que j'ai un compte premium qui me permet d'avoir Amazon Prime Video. Molotov pour la partie TV en direct replay. Netflix, j'ai pas besoin d'en parler, vous savez ce que c'est. Et Google Play TV pour la partie film que je peux acheter sur Google Play. J'en ai pas beaucoup, mais voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai installé, le reste est de là de base, donc vous avez ici des applications standards vendues, installées de base avec le téléviseur. Bien sûr, vous pouvez en installer d'autres, le téléviseur est équipé du Market avec la possibilité de télécharger des nouvelles applications. Je vous montre les réglages rapidement. Donc ces réglages-là, que ce soit image, son, etc., se font par entrée HDMI, sachant que je pense que c'est dû à une mise à jour, parce qu'au départ ça devait pas être comme ça, mais vous pouvez cloner les réglages d'une entrée sur une autre, ce qui permet de gagner un petit peu de temps. Je vous montre rapidement les réglages que j'ai fait en termes d'image, si jamais vous avez le même téléviseur, ça peut vous aider à avoir quelque chose de plus sympa. Voilà, donc luminosité OLED n'a pas de gros impact sur la colorimétrie ou la qualité générale de l'image, c'est plus en fonction du contexte d'utilisation, vous pouvez booster la luminosité du panneau OLED ou pas, donc d'avoir une image beaucoup plus lumineuse ou pas. Mais voilà, donc j'ai réglé contraste, luminosité, netteté, couleur, teinte, etc. Et je suis allé dans les réglages experts aussi, pour désactiver certaines fonctionnalités, augmenter le gamma, changer un petit peu la balance des blancs. Voilà, donc je vous mets rapidement comme ça, vous avez les réglages que j'ai mis, et vous voyez ici appliquer à toutes les entrées, ce qui vous permet très rapidement d'avoir des réglages standards sur toutes les entrées. Au niveau du son, ce que j'ai changé aussi, c'est que ici j'ai haut-parleur de la télé interne et sortie optique, ce qui me permet de renvoyer le son vers mon ampli en optique. C'est aussi possible d'activer votre sortie Bluetooth en parallèle des haut-parleurs internes, et c'est aussi possible de l'envoyer en HDMI.
Voilà, en gros, je passe sous silence le reste. Je ne suis pas équipé d'antenne sur le toit, etc. Enfin, d'antenne pour le hertzien. Donc, je n'ai pas la TNT. Je passe par ma box orange pour tout ce qui est télévision. Donc ça, je pourrais pas vous montrer la partie TNT. Donc le téléviseur se pilote soit via la télécommande, soit via l'application LG en fait, qui s'appelle TV+. Donc, je vous la montre rapidement comme ça. Elle n'est pas extraordinaire si ce n'est qu'elle a les principaux réglages, vous pouvez changer de chaîne, etc., augmenter le volume. Et ce qui est très sympa, c'est que vous avez un touchpad, donc vous voyez pas ici parce que la surface est noire, mais si je passe mon doigt, vous devriez voir ici, sur le téléviseur, peut-être, hein, je le saurai qu'au montage, et vous devriez voir le pointeur s'animer et suivre mon doigt. Donc ça vous permet de piloter avec votre smartphone la partie télévision. Donc on va se rendre, je vais vous mettre du contenu, et on va se rendre dans la partie photo et vidéo. Voilà, donc vous avez accès à tout ce qui est branché. Donc si vous avez des périphériques réseau, ils seront listés ici. Moi, par exemple, j'ai un NAS Synology, donc il apparaît aussi dans cette liste-là quand il est connecté au réseau. Ici, j'ai mis le stockage USB. Donc nous voilà dans la partie stockage USB où je vous ai mis quelques petites démos techniques. C'est essentiellement du contenu 4K, HDR. Et je vais profiter ensuite de la diffusion de ce contenu pour vous parler des qualités de ce téléviseur. Voilà, donc on le voit en haut, Dolby Vision. Le téléviseur est compatible HDR10 et Dolby Vision. D'ailleurs, je vais remettre la vidéo au début parce que je viens de voir qu'elle n'est pas au début, c'est un peu dommage. Voilà. Dolby Vision étant une évolution en fait de l'HDR10, mais ça permet d'avoir pour chaque séquence du film ou de la vidéo que vous regardez une configuration HDR spécifique à la séquence. Donc l'HDR c'est quoi? C'est tout simplement l'extension de la plage dynamique, donc la plage colorimétrique. Donc c'est des noirs plus noirs, des blancs plus blancs, donc on a une profondeur de couleur plus importante par rapport à un affichage standard. C'est possible parce que la dalle de ce téléviseur est une dalle 10 bits, sachant que les dalles 12 bits sont en préparation, voire sortiront très certainement en 2017. Mais en tout cas, actuellement, ce qui se fait de mieux, c'est le 10 bits. Vous avez donc l'HDR standard, l'HDR10, qui permet d'avoir pour une séquence donnée, un film donné, une vidéo donnée, un réglage HDR qui permet d'étendre la plage dynamique et d'avoir une image de meilleure qualité. Mais Dolby Vision permet d'avoir encore plus de réglages pour au moment de la production du film, pour vraiment choisir séquence par séquence où placer le curseur de la plage colorimétrique. Voilà, donc j'essaie de faire simple et c'est peut-être pas tout à fait juste, mais en tout cas voilà ce que ça fait. Je rappelle donc que l'image que vous voyez ici est en captation HD, enfin Full HD, 1080p, puisque j'ai un X5R qui filme. Donc évidemment, vous ne pourrez pas, via la vidéo que vous regarderez sur YouTube, voir la qualité de l'image 4K qui sort de ce téléviseur-là. Donc vous serez obligé de me faire confiance. Mais vous avez bien une image 4K qui sort ici, sur une dalle OLED courbe. Alors on le voit dans les séquences que j'ai capturées avant. La dalle est incurvée. Ça n'a pas vraiment d'influence sur le spectateur. Alors, j'en profite donc, image 4K, je vous montre ce que ça donne si je m'approche de la dalle. Donc là, je suis extrêmement près. Alors malheureusement, c'est à ce moment-là où le contenu n'existe pas. Voilà ce que ça peut donner. Donc je suis vraiment ici avec mon appareil photo. Je suis à quelques centimètres du téléviseur. Ce qui n'est pas une utilisation normale du tout. Vous voyez, je me recule pour vous montrer à quelle distance je peux me trouver du téléviseur. Et vous voyez que l'image est extrêmement détaillée. C'est très très impressionnant. J'en profite pour vous montrer les angles de vision de ce téléviseur. Donc vous voyez, quand on dit des angles de vision de 180 degrés, c'est vrai. Je vous fais l'angle de vision de l'autre côté, mais bon, c'est une symétrie, hein, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Voilà ce que ça donne. Donc c'est une dalle 100 Hz natif, c'est extrêmement important. La fréquence en fait de rafraîchissement de l'écran permet d'avoir la fluidité nécessaire pour afficher un film.
Une dalle 100 Hz natif est ce qui se fait aussi de mieux, en tout cas ce qui peut se faire de mieux, pour le visionnage de films. Attention, quand vous allez dans des magasins, vous voyez souvent 100 Hz, 200 Hz, 600 Hz, 800 Hz, je sais pas quoi. Ça, c'est des extrapolations faites logiciellement. Ce qui est important, c'est la fréquence native de la dalle, et 100 Hz, c'est vraiment très bien. Largement suffisant, en tout cas, pour pouvoir regarder du contenu de qualité. Là, vous voyez une vidéo qui est en HDR simple, qui n'est pas en Dolby Vision, c'est-à-dire que, voilà, la plage dynamique va rester constante au cours de la vidéo. Le côté incurvé, pendant que j'y repense, c'est ni un avantage ni un inconvénient. Moi j'ai choisi cette télé-là parce que c'était la première dans la gamme OLED qui proposait la 3D. Il se trouve que technologiquement c'est plus facile de fabriquer une dalle OLED incurvée que plate. C'est la raison pour laquelle les premiers téléviseurs incurvés étaient d'ailleurs des OLED, pour donner une explication marketing à une contrainte technique. Mais en tout cas, toujours est-il que si vous voulez de l'OLED plat, il faut taper dans la gamme 2016, en tout cas il faut taper dans le E6 ou le G6, qui sont quand même beaucoup plus chers, ou sur le B6 qui est moins cher, mais qui est moins bon au niveau de l'électronique et qui n'a pas la 3D. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris le C6. Ce qu'on a l'habitude de dire sur les téléviseurs incurvés, c'est que le public est de 2 personnes et demie. Ça veut dire qu'on considère que la qualité de visionnage est bonne pour 2 personnes et demie. Alors je sais pas où ils ont trouvé le demi, ça ne rime à rien. En tout cas, deux personnes devant le téléviseur ont une bonne vision de l'image, et on considère qu'au-delà de 2 personnes, la qualité est un petit peu détériorée par le côté incurvé. Moi personnellement, il y a des fois où je regarde, je suis pas au centre de la vidéo et je trouve l'image de très très bonne qualité, parce que déjà, la dalle est assez peu incurvée finalement. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. Les télé OLED sont moins incurvées que certaines télé LCD, et vraiment ça ne se ressent que très peu. Que ce soit donc en positif ou en négatif, il n'y a pas vraiment de côté beaucoup plus immersif d'avoir une dalle incurvée. Le seul point positif qu'on peut éventuellement voir, c'est les reflets. Si vous êtes en plein jour, la dalle incurvée, malgré le fait que la dalle en elle-même soit un petit peu brillante, la dalle LG, le côté incurvé casse un peu les reflets. Donc voilà pour le côté incurvé. Donc je vous ai parlé HDR10 et Dolby Vision, donc la dalle est équipée de tout ce qu'il faut, enfin le téléviseur est équipé de tout ce qu'il faut pour tenir le coup technologiquement concernant l'HDR. Ce qui est aussi important, c'est que le téléviseur est compatible HEVC 2, donc il est compatible 160p 30 et 160p 60, donc ça c'est très important pour tout ce qui est le contenu 4K streaming du genre Netflix, etc. Donc c'est important d'avoir ce type de contenu supporté par le téléviseur. Vous avez aussi le Perfect Color, donc 99% de l'espace colorimétrique supporté par ce téléviseur. On le voit ici, alors vous le verrez pas vraiment, toujours je le redis parce que les contraintes de ma caméra, etc. Mais vous avez vraiment une colorimétrie extraordinaire sur ce téléviseur. Et enfin, donc comme je vous le disais, je l'ai acheté pour le côté son support de la 3D, mais surtout son support de la 3D de qualité. Donc c'est une télé 3D passive, donc polarisée, en comparaison d'une télé 3D active où vous portez des lunettes qui eux portent les filtres polarisants. Alors si je fais rapidement le résumé entre 3D active et 3D passif, c'est assez simple. La 3D active, la télé va vous envoyer une image de l'œil gauche et une image de l'œil droit, et c'est vos lunettes, c'est pour ça qu'elles ont des piles ou des batteries, c'est vos lunettes qui vont fermer un œil puis l'autre, alternativement. C'est ça qui va donner le fait que vous pouvez percevoir 2 images distinctes. Et puis ensuite la persistance rétinienne, etc. fait le reste. Concernant la technologie passive, en fait, sur la dalle, chaque ligne, en fait, est équipée d'un filtre polarisant, qui va envoyer l'image soit plutôt vers la gauche, soit plutôt vers la droite. C'est vos lunettes ensuite qui sont elles-mêmes équipées de filtres polarisants, qui vont capter seulement une ligne sur 2. Alors technologiquement, normalement, la technologie 3D passive divise par 2 la résolution verticale d'un téléviseur, ce qui est très embêtant. Mais ici on est sur un téléviseur 4K, et comme les contenus 3D sont des contenus Full HD 3D, et il n'y a pas de contenu 4K 3D, en tout cas actuellement je n'en connais pas, du coup, c'est vraiment pas un point négatif, parce que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, il y a certes une ligne sur 2 qui est perdue, mais comme on a doublé le nombre de lignes
avec la technologie 4K, et bien en fait on se retrouve avec une résolution largement Full HD, et pourtant 3D. Voilà, donc on a ce qui se fait de mieux en image 3D, puisqu'on a une image 3D pleine résolution, et en plus une technologie passive qui est à mon sens beaucoup plus agréable. Les lunettes sont légères, il n'y a pas de souci quand vous bougez un petit peu la tête, etc. Vous avez une image de très très bonne qualité en 3D, et c'est pour ça que j'ai choisi ce téléviseur-là, parce que je voulais aussi voir ce qui se fait de mieux, ou ce qui se fait très bien en tout cas en 3D. J'ai parlé du côté Smart TV, je sais plus si j'ai dit WebOS 3.5 ou WebOS 3, c'est une WebOS 3, la 3.5 sort pour les versions 2017, donc je sais plus ce que j'ai dit exactement, je me corrige si jamais je me suis trompé. Elle est compatible Miracast et Widi pour la partie sans fil, pour pouvoir streamer du contenu, donc caster du contenu, suivant le terme que vous utiliserez, ce qui est assez pratique pour voir du contenu sans avoir à brancher votre téléphone, votre tablette dessus. Elle est donc compatible aussi Bluetooth 4, ça c'est pour essentiellement la partie audio, je vois surtout ça, et puis la partie clavier-souris, ça peut être pratique. Donc vous avez ce qui se fait de mieux en ce moment, en tout cas pour le Bluetooth, pour pouvoir y brancher un casque. Concernant le Wi-Fi, donc la partie sans fil, elle est Wi-Fi ABGN. Donc elle supporte toutes les normes, dont le dual band, elle supporte toutes les normes Wi-Fi. Ce qui moi me suffit pour streamer du contenu Full HD 3D par exemple. Malgré le fait que j'ai un câble, je l'ai pas encore branché en Ethernet, mais je le ferai prochainement. Et pourtant le Wi-Fi suffit largement pour transférer le contenu. Donc j'ai parlé des 3 entrées, HDMI 2.0A, HDCP 2.2, donc elle est vraiment au top de ce qui se fait actuellement et vous n'aurez pas de soucis pour diffuser du contenu dessus. Si jamais vous regardez la TNT, si jamais vous branchez aussi dessus une clé USB, vous pourrez faire du time shifting, donc vous pourrez mettre en pause le contenu que vous visionnez, le reprendre un petit peu plus tard. Ce sera enregistré sur votre clé. Et enfin le son, j'en ai déjà parlé, donc 4 haut-parleurs soi-disant d'origine Harman Kardon, mais je pense que c'est pas le plus haut de gamme de ce qu'ils sont capables de faire. Ça donne un son tout à fait correct, vous avez 40 watts. C'est correct pour regarder la télé, par contre évidemment pour regarder des films, etc. c'est nettement insuffisant, mais à mon sens, même les gammes E6 et G6, qui ont pourtant barre de son, machin, et encore plus haut de gamme avec les caissons de basse intégrées et compagnie, sont satisfaisantes et largement plus satisfaisantes que celle-là, mais ça reste quand même largement insatisfaisant pour quelqu'un comme moi qui a un équipement home cinéma de qualité. Voilà, j'espère que vous êtes maintenant convaincus par les caractéristiques du panneau OLED de ce téléviseur qui est vraiment extraordinaire en termes de qualité. Et je vous dis à très bientôt pour la partie 4. La partie 4 qui va être plus mon avis personnel concernant l'apport du 4K dans le home cinéma. En particulier pourquoi le 4K n'est pas une fin en soi, mais tout ce qui tourne autour, tout ce qui gravite des technologies autour du 4K, la colorimétrie, le HDR, etc., le 60 images secondes, tout ce que apporte ce type de technologie autour de la 4K et qui sont vraiment très intéressantes en termes de rendu. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la 4e partie.